Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Gym Tonic après une nouvelle victoire 1-0 contre Toulouse. L'OGC Nice a conforté sa deuxième place au classement en restant au contact du Paris Saint-Germain. À mes côtés cette semaine pour décrypter l'actualité des Aiglons, Léandra Iacono. Salut Léandra. Salut Mika, bonjour à tous. Ravi de te retrouver. William Mbercé, un fidèle. Salut Will. Salut Mika, bonjour à tous. Et la légende Philippe Kantz, le Big Boss. Salut Philippe. Salut. Notre invité cette semaine est un supporter de l'OGC Nice et auteur du livre Les Perdants Magnifiques. Xavier Garcia est sur le plateau de Gymto. Salut Xavier. Salut. Alors, est-ce que les perdants magnifiques, déjà, c'est pour les copains de Philippe Kantz des années 70-80, cette équipe qui ne gagnait jamais rien? C'était forcément des perdants magnifiques, puisque non seulement ils étaient premiers pendant tout l'automne et ils s'effondraient pendant l'hiver, et en plus, ils déployaient un jeu extraordinaire. Philippe pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce que j'étais tout juste né. Il nous en a déjà beaucoup parlé, Philippe, de ces perdants magnifiques. Je suis à 2 doigts de quitter le plateau. Je le savais bien. Allez, reste, parce qu'on a un sommaire très riche, encore une fois, cette semaine. Un retour, évidemment, sur Nice-Toulouse. Un focus sur Terem Moffi, à droite, toute pour Terem Moffi. Les clean sheets, une obsession au détriment du jeu. Nous poserons la question. Nous évoquerons aussi, bien sûr, le déplacement samedi soir à Nantes. Et en fin d'émission, Philippe aura l'occasion de reprendre la parole pour le Souviens-toi consacré aux invincibles Aiglons de la saison 1958-1959. Mais pour démarrer ce Gym Tonic, on va revenir sur cette toute petite victoire 1-0 face à Toulouse, mais une victoire qui suffit au bonheur de Francesco Farioli et à celle de ses joueurs. On s'est franchement ennuyé, Will, en première mi-temps, on va pas le cacher. On s'est tous regardés à la mi-temps en se disant qu'est-ce que c'est que ce match. Et puis en deuxième période, ça a été un tout petit peu mieux. Ouais, ça a été, on peut le dire, ça a été mieux quand même. L'OGC Nice s'est créé des occasions, on a converti une, était beaucoup plus entreprenant dans le jeu, parce que c'est vrai qu'en première période, même pour une fois, Francesco Farioli l'a reconnu lui-même, c'était vraiment très laborieux en première mi-temps, très poussif. Il y a eu ce changement, d'ailleurs si on en fait un focus, Mika, c'est que c'était quand même un détail important dans la partie, ce décalage de Moffi à droite qui lui a permis de marquer sur un bon travail à l'opposé, avec encore un Melvin Bard présent sur l'action et un Morgan Sanson en fin décisif. Donc après, on a encore vu un OGC Nice qui sait très bien défendre sur la fin de match, quand Toulouse a un peu poussé. On a vu une équipe encore solidaire, combative, et un grand Marcin Bulka qui, même quand il a rien à faire de tout le match, il fait l'arrêt quand même dans le temps additionnel qu'il faut pour préserver les 3 points. Allez, on va regarder les stats de cette rencontre entre Nice et Toulouse et on va voir qu'effectivement, au niveau des tirs et au niveau des ballons touchés dans la surface adverse, cette équipe de Toulouse est bien à l'avantage et bien au-dessus de celle de l'OGC Nice avec 19 tirs contre 8. À domicile, c'est quand même assez exceptionnel de concéder autant de tirs, mais tu l'as dit, oui, il y a cette solidité niçoise. L'endroit, c'est ce qui... Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire à la niçoise au final, ce petit 1-0 contre Toulouse? Je pense que ça devient clairement une signature. Mais voilà, le GC Nice a fait son match. Première mi-temps, on a oublié, clairement. La deuxième, beaucoup plus intéressante. Avec Moffi, justement, je trouve qu'il a apporté beaucoup. Claude Maurice aussi, il a amené du dynamisme. Donc voilà, et puis comme l'a dit Will, ils ont très bien défendu ensuite, un peu plus bas. J'ai parfois été étonnée de voir le nombre de Niçois dans la surface à un moment donné, mais toujours avec le pied ou la tête pour sauver des frappes toulousaines. Donc une victoire difficile, mais une victoire quand même. Xavier, deuxième du championnat, l'OGC Nice. Quand on est supporter du gym, est-ce qu'on prend quand même du plaisir à voir jouer cette équipe cette saison? Parce que tout le débat est là cette saison. L'OGC Nice est deuxième, mais parfois on s'ennuie un peu. En tant que spectateur, je m'ennuie un peu comme tout le monde, mais je ne vais pas au stade en tant que spectateur, j'y vais en tant que supporter. Donc oui, je prends énormément de plaisir au fait qu'on soit deuxième. Et je pense d'ailleurs que l'équipe peut encore mieux faire et peut décrocher le Graal cette saison. Le PSG, on le voit, est quand même assez fragile. Et j'ai jamais vu le gym dégager une telle maîtrise que cette année. Alors c'est vrai que c'est pas du tout flamboyant devant, mais derrière, on a l'impression qu'il peut absolument rien nous arriver. Et c'est pas seulement la dynamique du moment, c'est vraiment un système avec un Dante qui est absolument impérial cette année. Philippe, elle te fait penser un peu à qui cette équipe comme ça, très solide et qui au final va au bout? On peut penser peut-être au Montpellier à l'époque de René Girard qui avait fini champion. Il y avait Giroud aussi dans l'équipe à l'époque. L'équipe de Veïda Elodic aussi, elle est souvent comparée, le Paris Saint-Germain de Veïda Elodic. Il y a un peu de ça selon toi aussi? Franchement, je sais pas. Tu regardes pas les autres équipes, toi?
Non, c'est pas ça. C'est que, moi, je peux surtout pas la comparer au gym que j'adorais, c'est-à-dire le gym des années 70. Et qui n'a jamais rien gagné. Qui a jamais rien gagné, mais enfin là, t'as encore rien gagné non plus. Mais moi, je retiens la victoire 1-0, la deuxième place. Hein. Parce que franchement, la première mi-temps, c'était une vraie purge. Et voilà, on s'est ennuyé, quoi. Ouais, et c'était pas la première fois, on se souvient aussi contre Lyon, c'était un peu le cas Brest. également, contre Brest. À Montpellier. Pour l'image, parce que c'est important aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, l'image de cette équipe de l'OGC Nice, et ce que les médias nationaux en disent aussi parfois, c'est vrai que ça cristallise un peu quelque chose, quoi, Will. Ouais, ça cristallise cette opinion, cette critique de l'OGC Nice, une équipe défensive, et alors que c'est en plus complètement faux. Personnellement, je ne trouve pas que l'OGC Nice est une équipe défensive. Elle a de grosses facultés défensives, mais ce n'est pas une équipe qui met le bus devant sa cage et qui ne joue pas au football. On en avait ce débat encore récemment avec Philippe. Quand on est troisième équipe à avoir le plus de nombre de passes effectuées en Ligue 1, après 13 journées, on ne peut pas être une équipe défensive et qui refuse le jeu. Je suis désolé. Donc c'est pas flamboyant, certes, mais comme l'a dit tout à l'heure Xavier, elle peut progresser cette équipe, et comme je le dis depuis plusieurs semaines, c'est plus facile de progresser, je pense, sur l'aspect offensif que plutôt que se trouver une base défensive solide. Et je pense que voilà, c'est toute la progression de cette équipe. Mais en attendant, moi, je me régale de les voir toujours aussi intraitables défensivement. Et outre les 3 points de ce week-end, c'est aussi la marge que tu as pris sur l'AS Monaco qui est désormais à 5 points, Lens qui reste à 10, Rennes qui est à 14, l'OM qui est à 15. Voilà, c'est un vrai gouffre que tu crées aujourd'hui avec les concurrents. Et donc moi, au-delà de l'ennui peut-être qu'il y a eu pendant 45 ou 50 minutes, je retiens cette victoire une fois de plus. On reviendra évidemment sur cette obsession du clean sheet du côté des Niçois. Est-ce que c'est au détriment du jeu? Ça sera tout à l'heure dans l'émission. Mais avant cela, on en a parlé, on va s'intéresser à Terem Moffi, c'est le focus. Alors on a un petit peu parlé déjà, Léandra, avec ce Terem Moffi repositionné côté droit durant la rencontre par Francesco Farioli, avec Gaëtan Laborde qui lui a basculé dans l'axe, et ça correspond, on va dire, au meilleur moment de l'OGC Nice dans cette rencontre, et ça correspond peut-être surtout à ses qualités, à Terem Moffi. Bah moi je l'ai beaucoup aimé dans ce rôle-là, parce que je trouve que quand il sort de la densité, en fait, on sent qu'il a plus de temps pour contrôler. Il a eu le jeu devant lui, il avait des espaces, et je pense que c'est vraiment ce qui correspond le plus à ses qualités. Et puis ça ne l'a pas empêché d'être proche du but non plus, parce qu'on voit justement que sur le but qu'il marque, il rentre vraiment à l'intérieur, et Sanson, il est vraiment au bon endroit pour que Sanson le trouve. Donc, Bon, on a titré à droite toute, Xavier, tu aurais peut-être préféré à gauche, toi. Pour Terem Moffi. Non, mais c'est vrai que non, tu préfères dans l'axe. c'est un joueur, il y a beaucoup de débats autour de ce joueur-là, parce qu'il n'arrive pas encore à nous mettre complètement d'accord sur ses qualités et de buteur et dans le jeu. C'est une grande frustration, je trouve, ce joueur, parce qu'il a d'immenses qualités. On l'a vu à Paris, on l'a vu à Monaco, dès qu'il a un peu d'espace, et il les dévore. Et je pense qu'il ne correspond simplement pas au système Farioli, qui sont des attaques placées, lentes, où on attend que la brèche s'ouvre. Et il joue tout le temps dos au but quand il est dans l'axe. Et donc c'est un joueur qui ne joue pas du tout sur ses qualités. Et c'est assez frustrant parce que c'est le seul reproche que je ferais à Farioli, c'est pas d'être défensif, parce qu'effectivement on a la maîtrise du ballon, on met pas le bus derrière, c'est de ne pas jouer les transitions plus rapidement comme on pouvait le faire sous Galtier, parce qu'on a les joueurs pour ça. Et c'est frustrant de voir des Gaëtan Laborde, des Terem Moffi en souffrance comme ça, alors que c'est des joueurs qui ont d'immenses qualités une fois qu'ils sont face au but. Ouais, Gaëtan Laborde qui est aussi un petit peu dans le dur, même replacé dans l'axe. Il a eu une frappe, il aurait pu peut-être faire une passe au lieu de frapper, là, quand il arrive dans la surface de réparation. Ça fait combien? 8 matchs 8 matchs, hein. 8 matchs sans marquer. C'est son 8e match d'affilée sans marquer, puisque son dernier but, le deuxième de la saison, remonte au Parc, à la victoire au Parc. Alors, c'est vrai que, autant sur cette action, on sent un avant-centre en manque de confiance qui a un peu forcé, qui a voulu vraiment frapper et retrouver le chemin du filet, défiler. Autant je trouve que j'oublie pas que sur le but il est impliqué et il fait la bonne remise à Melvin Bard, celle que n'aurait pas réussi à faire Terem Moffi à sa place. Donc je le trouve plus à l'aise quand même que Terem dans ce jeu un peu dos au but de remise. C'est vraiment là que Moffi a des grosses lacunes, c'est dans les remises en une touche, dans le
contrôle de ballon. Et c'est pour ça que, par exemple, un Evan Guessant fait beaucoup mieux que Terem Moffi en numéro 9. Et donc, pour en revenir au thème, Terem Moffi à droite, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a moins de monde, justement, dans son dos. Il est moins pressé. Le latéral fera forcément moins de pressing qu'un défenseur central. Et puis, ça lui a ouvert l'espace sur le but, comme on le voit, dès que ça se décante dans le couloir gauche, ça lui ouvre tout le champ de l'axe. Et lui, avec ses qualités de vitesse, il va forcément prendre de vitesse son vis-à-vis et se retrouver à la réception d'un centre. Je pense que ça peut donner des idées pour la suite. Philippe, tu penses que ça peut être une solution durable, ça, de décaler Terem Moffi sur le côté droit de l'attaque niçoise? Non. Non. Non, moi je pense pas, parce que pour moi, c'est pas un joueur de côté. Mais Laborde non plus. Non, mais bientôt on va en faire un ailier, on va lui demander de déborder. Laborde, qui est un joueur axial, on l'a mis sur le côté. Est-ce qu'il peut défendre Moffi à droite? Maintenant on décale Moffi. Alors moi je trouve qu'il y a un problème devant. Ouais. Donc il faut changer le système et pas le jouer en 4-3-3, mais bon, peut-être que tu prendras des buts derrière. Mais jouer avec deux attaquants. Mais c'est un problème de système. C'est un problème d'attaquant, mais c'est un problème de système. Pour moi, Moffi, c'est pas un joueur, c'est pas un joueur de côté, quoi. Allez, on a posé quand même malgré tout la question à Francesco Farioli ce jeudi en conférence de presse. Est-ce que Terem Moffi peut continuer sur le couloir droit? Écoutez la réponse du technicien italien devant la caméra de Philippe Bertini. La scelta di spostarlo durante la partita a destra è stata una sensazione che le choix de replacer Terem Moffi à droite pendant le match de Toulouse était une sensation que j'ai eue pendant le match par rapport à une certaine dynamique qui avait tendance à se répéter. Donc permuter Gaëtan Laborde et Terem Moffi était une sensation que j'ai eue en match. Donc oui, c'est une alternative, c'est une possibilité. Terem a des caractéristiques spécifiques et on doit savoir le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse nous apporter la meilleure contribution possible. A sfruttarlo e metterlo ovviamente nella posizione, nella condizione migliore possibile affinché possa dare il suo contributo alla squadra. Voilà, donc le coach niçois, on balade Terem Moffi dans l'axe à droite. Ça veut dire que malgré tout, il n'arrive pas à s'imposer à son poste aujourd'hui, Will Terem Moffi. Je suis désolé. Non, clairement, on voit Terem Moffi profiter de ses qualités dans des matchs ouverts, quand on a un adversaire qui ouvre le jeu avec des déséquilibres, donc contre Paris, contre Monaco, et encore cette année, on l'a moins vu contre Monaco. Mais dans des matchs face à des blocs bas, des blocs resserrés, c'est là, vraiment là, on voit qu'il a... 3/4 de la Ligue 1 aujourd'hui. Il a trop de lacunes. C'est un garçon, pour le prix qu'il a coûté, il te sert vraiment sur 8 matchs en Ligue 1 sur toute la saison, ce qui n'est pas assez sur 34 journées. Donc voilà, il faut trouver un nouveau système. C'est vrai que cette idée d'association à deux pourrait peut-être lui profiter devant, mais ça serait mettre en péril l'équilibre actuel défensif. Et c'est surtout pas ce que veut toucher Francesco Farioli, évidemment, puisque ça fonctionne bien de ce côté-là. Autre joueur qui a été remarqué face à Toulouse, c'est Alexis Claude Maurice, qui est rentré en seconde période après la grave blessure, on peut le dire maintenant, de Sofiane Diop. Juste une petite info par rapport à Sofiane Diop, Will. Fracture du 3e métatarse. Fracture du 3e métatarse, et donc pour l'instant pas d'opération, mais ce sera évalué dans les prochains jours, la prochaine semaine. Mais en tout cas, c'est déjà au moins 6 semaines d'arrêt, nous a dit le coach Farioli. Donc du coup, on ne le verra pas avant Noël, c'est une certitude. Et en espérant qu'il puisse revenir en janvier. Et puis, s'il ne va pas à la CAN, il sera là au moins pour l'OGC Nice. Effectivement, puisqu'il est dorénavant sélectionnable avec la sélection du Maroc. Donc celui dont on veut parler, c'est évidemment Alexis Claude Maurice, auteur d'une bonne deuxième période dans son entrée face à Toulouse. Leandra, comment tu l'as trouvé? Je trouve est-ce qu'il a animé pour toi le milieu de terrain? C'était pas hyper compliqué vu la première mi-temps, mais je trouve qu'il a quand même apporté du dynamisme, de la fraîcheur. Moi, j'aime bien aussi sa façon. Déjà, il a un centre de gravité assez bas, sa façon de se retourner aussi pour servir ses coéquipiers. Donc moi, sa mi-temps, elle m'a plu. Après, ça demande toujours confirmation avec Alexis Claude Maurice, parce qu'il a beaucoup déçu, il a eu de la malchance aussi. Donc j'attends de voir, et puis il est dans un secteur qui est quand même assez embouteillé, on en reparlera. Évidemment, milieu de terrain. C'est 5 joueurs sur qui on comptait, évidemment, Alexis Claude Maurice, du côté de l'OGC Nice, des blessures à répétition, des matchs pas suffisamment parfois au niveau quand on a fait appel à lui. Là, est-ce que tu sens, Xavier, là, que voilà, dans une équipe qui tourne bien, il a son mot à dire aujourd'hui? Oui, d'autant plus qu'on manque beaucoup de créativité au milieu. Et c'est un joueur qui est quand même créatif, qui crée du déséquilibre.
qui fait des choses différentes par rapport aux 4 autres milieux qui ont un jeu, qui sont des joueurs valeureux, mais qui manquent de créativité, qui ne créent pas de lien avec l'attaque. Claude Maurice a ces qualités-là. Après, on sait que les rentrées, les joueurs sont souvent surmotivés. Et ça a souvent été le problème de Claude Maurice, c'est d'exister dans la durée. Donc on verra, on demande confirmation. Moi, j'ai été très séduit par sa mi-temps. Oui. On va regarder les stats justement d'Alexis Claude Maurice face à Toulouse sur une mi-temps. Donc à prendre en compte ces stats, 29 ballons touchés, 79% de passes réussies. Un tir quand même malgré tout pour le milieu de terrain niçois. Dans les duels, peut-être qu'il en a un peu perdu. Il a perdu une majorité de duels. Mais c'est aussi peut-être son jeu qui veut ça, d'essayer de créer quelque chose. Parce que, comme l'a dit Xavier, ça manque de créateurs. On ne va pas s'acharner, enfin s'acharner c'est un bien grand mot, mais on ne va pas évoquer à nouveau Kefren Turan qui avait un rôle un peu plus défensif sur ces 2 derniers matchs. Mais on l'a encore vu faire le box-to-box, là, d'aller pénétrer. Et puis dans la dernière passe, il ne se passe pas grand-chose, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. C'est un peu le problème avec Kefren, mais Alexis Claude Maurice, il a vraiment un profil différent. Et lui, en tout cas, il est dans la prise de risque. Parfois même, je trouve un peu trop. Je me souviens notamment, il avait déjà fait dans un autre match, je ne sais pas si c'est Lille ou un autre, il réceptionne le ballon de la part de Bulka et il essaye de suite de prendre le dessus sur son adversaire d'un crochet, d'un contrôle orienté en plein axe. Ça peut être dangereux. Par contre, si ça passe, ça casse un rideau sur un seul contrôle et du coup, ça peut ouvrir des espaces derrière. Alors le coach, ce qui m'a plu aujourd'hui en plus, c'est qu'il en parle comme pour lui un numéro 10. Il le voit comme un numéro 10. Et est-ce que ce n'est pas Claude Maurice qui pourrait être le facteur X de ce changement dans la créativité offensive, comme l'a très bien dit Xavier? On peut imaginer passer un 4-2-3-1 au lieu d'un 4-3-3 avec Claude Maurice en 10 derrière la pointe. Ça pourrait être une solution intéressante. Parce que moi, Claude Maurice, la meilleure période à Nice, c'est sous Adrien Urcea. C'est la seule vraiment période où on l'a vu au cœur du jeu apporter toute cette qualité technique. Et par contre, à Lens, l'année dernière aussi, avant qu'il se blesse, je le trouvais très intéressant. Il marquait des buts, il a fait des stats. Donc, est-ce qu'on pourrait enfin avoir ce visage-là de Claude Maurice à l'OGC Nice et sur la durée et oublier toutes ses blessures? Ça pourrait être intéressant. Allez, autre débat cette semaine, c'est encore un clean sheet pour cette équipe de l'OGC Nice. Le 8e consécutif, c'est assez exceptionnel pour les Aiglons. Le 10e sur toute la saison, puisqu'il y a eu 3 buts encaissés contre Lorient, contre le Paris Saint-Germain et contre Lille. Donc 8e clean sheet pour Marcin Bulka. Alors, on est encore loin du fameux record de Gaëtan Huer qui avait gardé sa cage inviolée plus de 1100 minutes, je crois. 13 matchs. Ouais, sur 13 matchs lors de la saison 94, il me semble. Mais malgré tout, ce sont des stats qui sont quand même assez intéressantes. Philippe, est-ce que tu penses aujourd'hui que l'obsession du clean sheet, de ne pas prendre de but dans cette équipe de l'OGC Nice, eh bien, se fait un petit peu au détriment de la prise de risque offensive? Je pense que c'est obligatoire. Parce qu'ils doivent y penser. J'ai lu une super interview de Gaëtan Huard dans l'équipe où il explique bien que... C'est ce qui m'a donné l'idée du thème, tu vois. Qui explique bien qu'en fait, ils étaient obnubilés par ça, c'était une obsession, et que le jour où ils ont pris un but, ils avaient gagné 2-1 et ils étaient effondrés dans le vestiaire et Courbis leur a dit mais bon, on a quand même gagné, quoi. Donc je pense que quand contre Toulouse... je crois que c'est Thuram qui sauve sur la ligne dans le match. Tout à fait. On voit que voilà, il donne tout. Voilà, il donne tout. J'en parlais aussi avec Fred Antonetti, qui me disait mais que pour lui, par contre, faut que ça soit surtout pas une obsession. Parce qu'après, ça va polariser là-dessus et mais le problème, il est un peu là. C'est un peu fermé. Xavier, est-ce que voilà, à force de dire allez les gars, aujourd'hui on se prend pas de but, on oublie peut-être d'attaquer comme il faut? Moi, je trouve que ça crée une dynamique et les problèmes offensifs du gym de cette année, ils datent pas de l'invincibilité de Marcin Bulka. On les voit depuis le début de la saison. Lyon, des matchs comme ça, on les avait vus déjà avant. Donc, je crois qu'il y a un problème de fond, d'animation offensive qui n'est pas celui de la défense. Alors, effectivement, on est une équipe bien en place, où les attaquants sont très sollicités pour défendre. Mais je ne pense pas que ça relève d'une obsession. Après, comme l'a dit Philippe, ils doivent y penser forcément. Mais ça crée une dynamique positive. Et moi, à titre personnel, je suis
un grand fan comme mon fils de Marcin Bulka et j'espère qu'il va s'approcher, peut-être même battre le record de Gaëtan Huard. Un joueur comme Dante, il doit y penser évidemment, parce que lui, tout ce qu'il aime malgré tout, c'est bien défendre, de ne pas prendre de but, et si en plus son équipe gagne, c'est tant mieux pour lui, mais Dante, il a ça dans le sang quand même malgré tout. Je pense que dans cette équipe, entre guillemets, il se régale, et puis à 40 ans, d'être un peu le patron d'une défense qui ne prend pas de but, j'imagine ça doit être une grande fierté, ça c'est clair. Je pense que c'est un moteur pour cette équipe aussi, même pour les attaquants, pour qui ça fonctionne un peu moins bien, de dire regardez, on ne prend pas de but, ça veut dire que les efforts que vous faites, ils servent à quelque chose. Rappelle-nous la phrase de Michael Jordan. T'es prêt ? Ah oui, je suis prêt. Allez, l'attaque fait lever les foules, la défense fait gagner des titres. Voilà. Ça doit être marqué sur la porte de Farioli là. Depuis mon apparition dans l'émission, je pense qu'il a et puis mine affiché. de rien, de bien défendre comme ça permet de se satisfaire d'un seul but pour gagner. Donc les problèmes offensifs sont aussi arrangés quelque part par cette force défensive. Parce que s'il fallait marquer plus qu'un but pour l'emporter, l'OGC Nice serait vraiment en difficulté. Ça deviendrait compliqué, sauf au Parc des Princes où l'OGC Nice a quand même réussi à marquer 3 buts, mais dans des conditions avec une équipe qui ouvrait le jeu, retour de trêve international. Donc la différence, on l'a vu entre Monaco et l'OGC Nice. Donc Monaco aussi, ça a ouvert le jeu, mais ils en ont pris 5. Voilà. Ils en ont pris plus en un match que l'OGC Nice depuis le début de saison. Donc ça montre bien aussi que c'est difficile de ne pas prendre de but. Xavier le dit, les supporters, ils sont quand même au rendez-vous. Ça veut dire que même si cette équipe elle n'est pas flamboyante, il y a quand même quelque chose qui se crée, une cohésion des supporters qui sont heureux quand même. Là, on a vu la fin de match contre Toulouse, ils sont là, ils sont heureux, même si on a vu une première mi-temps difficile. Ouais, après c'est vrai qu'en ville, on entend. Bien sûr. On s'est un peu embêté, mais c'est pas grave, on a gagné quoi. Non, moi, je trouve que l'ADN du club, il a changé. Philippe évoque souvent les années 70 et à juste titre parce que c'était une superbe période. Mais je crois que depuis 2002, cette saison un peu clé qui relance une dynamique depuis on n'est plus descendu au gym, on a changé de mentalité et on apprécie plus les équipes qui se battent, qui mouillent le maillot, qui sont dans l'abnégation, qui défendent comme des chiens plutôt que sur les équipes très créatives. Je pense que dans le cœur des gens, l'équipe de 2002, José Cobos, Pancho Abardonado et tout le reste est resté au-dessus de celle de Lucien Favre qui jouait merveilleusement bien au foot. Je crois que l'ADN du gym a changé et on préfère aujourd'hui les équipes de chiens galeux comme celle de 2002. Et alors, je ne traiterai pas l'équipe de chiens galeux celle de cette année parce qu'il y a quand même énormément de qualité technique. On a la maîtrise du ballon, comme l'a souligné William. Mais il y a quand même de ça. Il y a la grinta avant la créativité. Oui. C'est important, effectivement, dans l'ADN du club. On va écouter la réponse de Francesco Farioli. Justement, est-ce que c'est une obsession au détriment du jeu, du risque offensif? Écoutez la réponse un peu longue de l'entraîneur italien. È un'ossessione bella e tra l'altro in questi giorni abbiamo anche fatto una piccola analisi tra di noi. C'est une obsession positive de ne pas encaisser de but. Après, cette semaine, on a un peu analysé entre nous notre jeu. Lors des dernières minutes contre Toulouse, quand ils nous ont poussé à défendre beaucoup plus bas, on a joué avec tellement d'envie pour repousser chaque centre adverse, chaque tir. Et pour moi, c'était un grand plaisir à voir l'équipe qui donnait tout pour ne pas encaisser ce but. Mais je ne crois pas que l'équipe ait moins joué pour autant. Quand on menait 1-0, on a eu 3 actions, des actions à 26-27 passes de suite, avec notamment Evan Guessant, la frappe de Jordan Otamba. On est arrivé à la conclusion dans la surface avec des actions à plus de 25 passes contre une équipe qui était venue presser haut. Donc l'équipe a continué de jouer. On n'est pas une équipe qui ne prend pas de risques. On prend la responsabilité du jeu et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Le seul match où on n'a pas maîtrisé le jeu, c'était contre Lille, le tout premier match. Après, sinon, on a toujours joué pour dominer. Alors certes, contre le PSG, l'AS Monaco, c'était plus du 50-50, mais sinon, on s'est toujours employé d'avoir le contrôle du jeu, et c'est ça qui est le plus important. Avoir le contrôle du jeu, c'est ça le plus important pour Francesco Farioli. Tu es d'accord avec ça, Philippe? Oui, d'accord avec tout. Allez, c'est l'heure du pour-contre. Pablo Rosario a dépanné sur 2 matchs en défense centrale. Faut-il recruter donc un défenseur central à la trêve pour peut-être avoir un défenseur de métier? C'est la question que l'on se pose cette semaine. Et honneur aux dames, bien évidemment. Évidemment. C'est pourquoi. La courtoisie. Moi, je pense que non. Nice n'a pas besoin de recruter un défenseur central cet hiver.
Nice a la meilleure défense de Ligue 1, n'a encaissé que 4 buts, donc je pense que les priorités, elles sont ailleurs, et notamment dans l'animation offensive. Peut-être acheter un ailier droit, je pense que c'est ça qui manque actuellement, parce qu'on voit que Mofi et Laborde dépannent, mais il faudrait vraiment quelqu'un qui soit capable d'apporter de la créativité, d'apporter de la vitesse dans le 1 contre 1. Et puis voilà, pour moi, le mercato d'hiver, c'est un mercato toujours un peu spécial. Alors peut-être s'il y a une opportunité, pourquoi pas. Mais s'il y a une enveloppe à utiliser, je pense qu'elle doit aller vers un joueur offensif. Will. Je vais dire oui parce qu'en fait on n'en a pas recruté cet été, il n'y a pas eu d'arrivée de défenseurs et je pense qu'en fait en interne ils ont fait le choix de se dire bon ben on n'en prend pas là mais on en prendra un cet hiver parce que oui Rosario a très bien dépanné, oui Youssouf peut très bien le faire aussi mais Youssouf si le mettre derrière ce serait le perdre au milieu. Donc ça serait au final pas un avantage pour cette équipe et je pense que même pour l'équilibre de l'effectif une troisième centrale de métier derrière Dante et Todibo parce que quand même faut le dire, Dante est exceptionnel, Dante joue tous les matchs mais Dante il a 40 ans et est-ce que Dante à un moment donné il aura pas un petit coup de mou et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, on va aller chercher Rosario, on va demander à Youssouf de reculer, bref je pense que l'OGC Nice et c'est une volonté selon nos informations en interne de prendre un défenseur central cet hiver. Ah t'as eu selon nos informations l'a glissé à la fin. Bien sûr. En proposant le thème, ça veut dire que en gros tu sais qu'ils veulent recruter un défenseur central. Dans le football, on ne sait rien. Ouais, d'accord. Non mais après, ce qui est sûr, c'est que Rosario et Youssouf, entre guillemets, méritent, ils ont vraiment dépanné, comme tu l'as dit, très correctement. Après, comment dire, en fait, le fait que Rosario il puisse dépanner aussi derrière, ça permet aussi, je trouve, de libérer de l'espace au milieu où il y a un embouteillage, et on va en parler plus tard. C'est-à-dire que ça crée une sorte de rotation, et puis ça permet de garder tout le monde concerné. Bon. Alors que si tu rajoutes quelqu'un cet hiver, est-ce que du coup, Rosario, qui a ce rôle-là aussi, il dépanne à droite, il dépanne derrière, va pas se retrouver bloqué? Mais là, je vais poser la question à Xavier. Il faudra peut-être aussi préparer un moment le départ de Jean-Claire Todibo. Donc pourquoi pas recruter cet hiver un défenseur central, en prévision aussi peut-être de ce départ-là? Je ne sais pas si ce type d'affaires se fait au mercato hivernal. Alors, William a peut-être. Il y avait Youssouf l'année dernière. Oui. C'est pour ça, normalement. Qui n'est pas un vrai défenseur central. Et moi, je suis plutôt d'accord avec William. Je trouve que les problèmes offensifs, c'est plus une question d'animation qu'une question de joueurs. On a des très bons joueurs devant. C'est juste que l'animation ne correspond pas à leur qualité offensive. Et j'ai trouvé Rosario très valeureux comme d'habitude, mais à la limite. Et il nous a obligés à jouer aussi plus bas en fin de match, qui était très dangereux. Les situations sans Marcin Bulka dans les dernières secondes, on aurait été 1 à la fin. Donc non, je pense qu'il faut recruter et que devant, c'est plus une question d'animation. Vous pouvez mettre n'importe qui aujourd'hui, il sera en dedans comme le joueur. Quand tu reverras l'émission, tu verras le regard que tu as lancé Léandra quand tu as dit « je suis d'accord avec Will ». Ouf, j'aurais pas aimé être à ta place. J'attendais les arguments. Mais ils sont très bons, Par contre, Léandra, elle a oublié mon petit protégé devant à droite. Il y a Bonani, attention quand il va sortir de sa boîte. C'est ce que j'allais dire aussi, recruter à droite, ça veut dire encore barrer. Encore boucher, exactement. Ouais. Après, est-ce que Bonani, il a une chance cette année avec Farioli? Il aura, t'inquiète pas pour lui. Son agent a parlé. Philippe, la synthèse de tout ça, d'après toi, est-ce qu'il faut recruter un défenseur central au mercato d'hiver? Tous les arguments sont bons, j'ai entendu tout le monde, tout est bien, mais moi je suis d'accord avec Léandra. C'est-à-dire que je vois pas... Gouverner, c'est prévoir. Mais bon, c'est pas en mercato d'hiver que tu fais les meilleures affaires. Et que tu te positionnes pour l'avenir. Généralement, le mercato d'hiver, c'est pour... Et puis, on voit le bilan défensif, on voit le bilan offensif. Je vois pas qu'est-ce qu'on irait chercher un défenseur central, alors qu'on n'a pas un joueur offensif qui sait faire une passe, quoi. Oula, t'as dit... Bon, de suite, t'es dans l'excès. Non, mais c'est pas que je suis dans l'excès, c'est que je regardez les passes décisives des milieux. Et puis, vrai, ça, il a raison. Morgan Sanson. Oui. Mais bon. Il en a fait 2. Une. Il y a une passe décisive de tous les milieux de terrain. Et on va aller chercher un défenseur central. Il ne pourra pas un gardien de but. Il marque un point, là. Léandra, le point. Non, mais puis en plus, pour remplacer hypothétiquement et sûrement Todibo,
il va falloir un vrai cadre. Et je pense que déjà d'arriver peut-être en étant européen, tu peux attirer plus de monde et des joueurs un petit peu plus confirmés. Et avec une enveloppe aussi un petit peu plus élevée. Convaincu. Moi, m'a convaincu. Mais voilà, vous pouvez être convaincu, la réalité, on l'aura dans un mois. On est 3 contre 2 sur ce plateau. Après, pour me contredire moi-même et donner du grain à moudre à Leandra, on a recruté Todibo au mercato d'hiver. C'est vrai. Avec Saliba à l'époque, quand il fallait compenser il formait la charnière avec Saliba quand il fallait compenser la blessure de Dante. Tu n'auras pas toujours une aussi belle opportunité, je pense, mais tout est possible. Tu fais pas confiance en Florent Ghisolfi, toi? C'est pas que j'ai pas confiance en Florent Ghisolfi. Le mec, de le mettre dans la sauce, t'es. Non. Là, je plaisante. Non, mais en tout cas, c'est même plutôt un joueur capable de jouer à la Youssouf, peut-être, qui peut jouer au milieu, qui peut jouer derrière aussi. Ouais. Pourquoi pas? Ça, il a des petites infos. Notre Will, quand il dit ça, je vois son petit regard malicieux quand il fait ça. C'est l'heure de l'indiscret. Voilà pour le débat, c'est l'heure de l'indiscret maintenant. Un deuxième indiscret, du coup, parce qu'après, l'envie, voilà. Des fois, on n'en a pas, là, on en a deux. Recruté au poste de défenseur central, mais peut-être même au poste de latéral droit, parce qu'avec Youssef Attal, l'histoire est en train de se terminer. Ouais, l'histoire, on peut le dire aujourd'hui de manière officielle. Youssef Attal ne portera plus jamais le maillot de l'OGC Nice. Outre sa suspension qui fait que déjà il ne peut plus jouer en 2023, c'est une volonté aussi du club, notamment chez Ineos. De l'actionnaire. Ouais. De l'actionnaire, de ne plus jamais voir Youssef Attal en rouge et noir. Alors, il ne reste que 6 mois de contrat, puisqu'il est en fin de contrat en 2024, mais l'OGC Nice essaiera de le vendre quand même cet hiver, pour pas non plus perdre de l'argent. Ça se bouscule pas au portillon, on peut dire aujourd'hui, mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que cet hiver, Youssef Attal trouvera une porte de sortie. Mais en tout cas, il ne jouera plus à l'OGC Nice. Xavier, c'est un secret pour personne, tu as eu des responsabilités politiques ici aussi à Nice, et cette affaire Attal a pris des proportions politiques aussi à un moment donné, avec, on rappelle, il a relayé une vidéo appelant à un jour noir pour les Juifs, et donc qui était taxé d'apologie du terrorisme. Il va passer en correctionnel, ça ne sera plus apologie du terrorisme, mais incitation à la haine raciale. C'est une affaire politique pour toi, plus que sportive aujourd'hui ? J'ai du mal à la qualifier d'affaire politique parce que le problème des joueurs, vous journalistes le savez mieux que moi, ils sont pas formés à ça. Le problème, c'est qu'on met des réseaux sociaux entre leurs mains. Il y a un problème d'éducation qui est au-delà de la politique, là. Et donc, moi, je serais assez magnanime avec Youssef Attal, et en même temps, je comprends le club qu'après une affaire pareille, ils veulent pas entacher le nom du club et le nom d'Ineos avec des propos qui sont clairement antisémites. Mais j'ai pas envie d'accabler le joueur. Je pense que c'est... Il a baigné dans une certaine culture, et puis il arrive en Europe. Il n'y a pas eu de transition. Ça fait 2 fois, Xavier. Ouais, mais il a une formation, je pense, footballistique, mais il n'a pas eu la formation à tout ça. Et voilà, c'est le problème des réseaux sociaux, et je pense que les joueurs devraient s'en passer. Mais moi, j'aimerais bien que tous les politiques soient aussi raisonnés que Xavier. Parce qu'on entend beaucoup de bêtises, et là, en l'occurrence, on entend une véritable vérité, et je vais aller un peu plus loin. Moi, je trouve qu'il y a une erreur de prévention aussi de l'entourage du joueur. Là, je ne parle pas du club, je parle des agents. C'est à eux d'écarter les joueurs de leurs réseaux sociaux en premier lieu. Il y a un joueur de football, et surtout il y a Youssef Attal qui a 3 millions d'abonnés, c'est peut-être une responsabilité qui le dépasse. Et donc c'est à l'agent là, de l'aider, de le prévenir ce genre de choses, et de ne pas lui laisser le portable dans les mains. En tous les cas, pour en terminer sur ce dossier Youssef Attal pour aujourd'hui, du coup, il est à vendre, le club va s'en séparer, va résilier son contrat. Qu'est-ce qui peut se passer là ? C'est sûr que l'OGC Nice ne veut pas vouloir le faire cadeau, ne va pas lui dire voilà, on résilie ton contrat, merci, au revoir. Il a une petite valeur marchande, même à 6 mois de la fin de son contrat, c'est pas énorme. Mais Youssef Attal, lui aussi, a envie de jouer, donc il va pas attendre la fin de son contrat pour. Il a la CAN au mois de janvier. Il a la CAN en janvier, et puis il a envie de jouer. Donc et je pense que l'OGC Nice va trouver un petit compromis. Alors ils vont pas avoir une enveloppe énorme, mais ils récupéreront un petit billet au moins au passage, je pense. Et ils s'entraînent à l'écart des pros. Ils s'entraînent à l'écart des pros. Ouais, toujours dans les installations de l'OGC Nice. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur cet indiscret et le dossier Youssef Attal. On rappelle qu'il passera au tribunal correctionnel de Nice le 18 décembre prochain. C'est l'heure du Zap Gym, le meilleur de l'OGC Nice, les coulisses de l'OGC Nice captées par les caméras d'OGC Nice TV. C'est tout de suite. Ça va ?
Vous avez tous un vélo, un casque, un sac à dos avec une bouteille d'eau et une petite pompote. Allez les gars, c'est parti, les plus grands, tous ceux qui sont grands, il faut venir ici. Dai! Forza, cazzo! Capi, aiuta Salva perché è in difficoltà! Alors, grand plateau, 2 pignons, 3 pignons. Tu te mets sur le grand plateau et tu pousses avec les jambes en mode turbo. Vas-y, Mammouth! Je vais poster la photo! Merci beaucoup, messieurs. Salut, bon retour. Comme je disais, les filles, il y a des gens qui croient en vous. Il y a quelques années, vous n'aurez jamais eu autant de personnes pour parler sport et pour être là, être ici présente. Donc je vous remercie. Nos filles ont besoin de soutien. Laura est marraine de notre section sportive collège depuis 3 ans. Et dès qu'elle peut se libérer, elle vient nous voir, rendre visite aux petites qui sont ravies. Parce qu'avoir une telle icône du football féminin parmi nous et avec nous, c'est un grand plaisir, un énorme honneur pour le club. C'est important de passer en fait, faire passer des messages. Je pense qu'il est important que les filles puissent s'exprimer et qu'on puisse les écouter. J'ai récemment accepté d'être le parrain de l'association Les Papillons. Les Papillons est une association qui lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Leur mission est de donner une voix aux jeunes qui souffrent en silence. Pour cela, ils ont mis en place des boîtes aux lettres papillons. Ces boîtes permettent aux enfants de glisser discrètement un mot, un dessin ou un appel à l'aide. Nous, à l'OGC Nice, nous en avons posé une pour l'ensemble de nos jeunes aiglons. Cette saison, nous étendons le dispositif des boîtes aux lettres papillons à tous nos clubs partenaires. L'enfance, c'est ce que nous avons de plus cher. Ensemble, nous pouvons leur offrir un avenir meilleur. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour monsieur Jackie Bonnevet. C'est un moment très agréable que de retourner à Nice, de retrouver quelque part un nouveau stade, parce que moi j'ai évolué au Stade du Ray. De 88 à 91, il y a un petit côté nostalgique et puis il y a un côté aussi très agréable de voir l'OGC Nice deuxième actuellement du championnat et puis surtout seule équipe invaincue après 12 journées. J'ai beaucoup voyagé sur les grands clubs étrangers, notamment quand j'étais assistant de Ali Lodzik au Japon. Et les grands clubs étrangers attachent une grande importance à tout ce qui est l'histoire du club, à travers les anciens, un grand respect. Et de le faire comme le fait l'OGC Nice avec le trophée de l'ancien Aiglan, je trouve que c'est juste remarquable. Et je crois que ça marque les gens, ça marque l'histoire du club. Et c'est un grand plaisir en ce qui me concerne et je suis quelque part touché en plein cœur. Voilà donc Jackie Bonnevet, le trophée de l'ancien Aiglon qui lui a été remis lors du dernier match Nice-Toulouse. On passe à l'avant-match donc entre Nantes et Nice avec un petit point sur le classement et on va voir que l'OGC Nice est toujours deuxième, bien accroché derrière le Paris Saint-Germain, à un point seulement des Parisiens qui impriment une cadence assez bonne quand même malgré tout, et puis l'OGC Nice qui est juste en embuscade. Donc tu l'as dit tout à l'heure, 5 points d'avance sur l'AS Monaco, c'est important, ça 6 points d'avance sur Lille, le 4e, ça aussi c'est très important, et Reims qu'on va recevoir bientôt est là en embuscade, Lens qui revient bien. Nous lire tout le classement. Non mais Lens revient bien aussi, et ça sera un adversaire de l'OGC Nice, tout comme le Havre. Le 20 décembre. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des adversaires du haut du tableau pour l'OGC Nice juste avant la trêve, et c'est aussi important de le souligner. Et là, Nantes, bon, c'est un adversaire de bas de tableau, mais non, mais c'est important parce qu'on pouvait se dire, voilà, tu vas au Havre, tu vas. Non, mais c'est une constante en fait, parce que le début de saison, on avait regardé le calendrier, on joue que des gros, Lyon, Marseille, Monaco, Paris dans les premières journées, et là, au final, maintenant, on joue des plus petits, mais c'est ceux-là qui sont dans le haut de tableau. Donc, l'OGC Nice ne doit à chaque fois qu'affronter du haut de tableau, ça convient bien jusqu'à présent. Pourvu que ça dure, et ça durera. Ouais, alors, Léandra, changement d'entraîneur du côté de Nantes, c'est l'info de cette semaine, avec Pierre Aristouille, on dit comme ça, je crois, qui a été limogé et remplacé par Jocelyn Gourvenec. C'est ça. Un ancien à la maison. Non, c'est la maison. Après, c'est c'est compliqué de préparer un match comme ça dans ces conditions. On sait que c'est toujours compliqué. Il y a le sursaut d'orgueil à attendre. Il y a des changements de système. On ne sait jamais trop quelle équipe on va affronter. Donc, c'est ça qui va rendre la tâche un peu plus difficile pour l'OGC Nice. Et en fait, ce qui est finalement étrange, c'est que Nantes était sur une mauvaise série. Mais c'est pas une équipe qui part de zéro non plus. Et voilà, c'est quand même une belle équipe. Il y a un attaquant, Mostafa Mohamed, qui est compliqué à gérer. Moses Simon aussi. Donc,
Il y a un fond de jeu. Et avec un Ganago, qui par contre, l'ancien niçois, qui est out jusqu'à la fin de la saison. Malheureux. Il s'est blessé gravement, le pauvre, et on lui souhaite un bon rétablissement. Xavier, on préfère toujours avoir Jim Ratcliffe, président de l'OGC Nice, que Valdemar Kita, qui vient d'essuyer son 19e entraîneur depuis qu'il est président du club, quand même. C'est certain, même si Jim Ratcliffe n'est pas président de l'OGC Nice. Il est actionnaire majoritaire. C'est Jean-Pierre River, le président. Non, je me méfie quand même de ce match, parce que la relance des équipes en grande difficulté, c'est une spécialité niçoise après la Soca et la Pissaladière. Donc, attention à ce type de match. Et puis, avec un changement d'entraîneur, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si Gourvenec, c'est pas Pascal Duprat, quoi. C'est pas l'homme des chocs psychologiques. Je pense qu'ils l'ont pris pour... Enfin, on ne sait jamais pourquoi ils prennent les entraîneurs, Nantes d'ailleurs. Mais plus pour recréer un fond de jeu et une identité que pour faire un choc psychologique au bout d'un match. Oui, on se souvient, ils avaient pris Domenech, effectivement, aussi. Nantes, ça avait duré 7 matchs, il n'avait pas gagné un match. Non. Et Gourvenec, c'est un entraîneur qui aime bien l'OGC Nice, en plus. Et il s'est proposé plusieurs fois, non? Ouais, puis surtout entraîneur de Guingamp 7-2, entraîneur de Lille 4-0, contre l'OGC Nice. Victoire. Ben oui, à chaque fois de l'OGC Nice. Oui. Des roustes, à chaque fois contre Gourvenec. Donc il aime bien l'OGC Nice. On verra s'il aura le temps de préparer ce match. Tu crois, toi, Philippe, au choc psychologique quand un entraîneur comme ça débarque dans un nouveau club? Tu le connais bien, hein, puisqu'il a été joueur, évidemment, dans ce club-là, Jocelyn Gourvenec. Mais tu y crois, toi, au fameux choc psychologique? Il n'y a pas à y croire ou pas y croire. Hein. Chaque fois, on voit. Des fois, ça marche. Quand Digard a pris l'équipe à Nice, ils avaient battu Montpellier 6-1, je crois. C'est ça. Donc, donc on peut y croire, quoi. Ouais. Mais de l'autre côté, on va s'en garder. Bon, il y a quand même des constantes dans cette équipe du gym, une équipe très solide. On va écouter Francesco Farioli, l'entraîneur italien. Justement, tu en as pas un peu parlé, Leandra, sur la préparation particulière de ce match, compte tenu justement du changement de coach du côté du Football Club de Nantes. Sicuramente ha cambiato molto perché comunque non è mai la stessa cosa. Oui, ça a changé beaucoup de choses. C'est sûr que c'est jamais pareil de préparer un match en connaissant clairement l'organisation de l'adversaire qu'on va affronter plutôt que de préparer un match avec un adversaire qui est un entraîneur nouveau. On a étudié les précédentes équipes du nouvel entraîneur de Nantes, mais les choix qu'il va faire pour cette équipe de Nantes avec les joueurs qu'il a à disposition, on ne les connaît pas encore. Nantes, cette saison, a joué avec beaucoup de systèmes différents. On avait préparé pour 4 systèmes différents, mais ce travail qu'on avait fait les 2 premiers jours est chamboulé avec ce changement. Donc on saura samedi à 21h quels sont les changements qu'il aura fait et on devra savoir les lire et faire les bons choix en fonction. À faire les bons choix en fonction de cette équipe de Nantes. C'est un peu l'inconnu, c'est vrai, pour cette équipe de l'OGC Nice qui pourra s'appuyer sur ses points forts. En particulier, alors son point fort, je ne sais pas si c'est un point fort cette saison, le milieu de terrain niçois, c'est plus la défense évidemment qui est le point fort aujourd'hui. Mais on constate quand même, messieurs, dames, qu'il commence à avoir un sacré embouteillage au milieu, parce qu'on parlait de Claude Maurice qui revient bien tout à l'heure. Banti Rosario a joué en défense, c'est un milieu de terrain. Il y a Boudaoui qui revient de suspension, Youssouf qui revient de suspension, Thuram et Sanson qui sont là. C'est un embouteillage là pour Francesco Farioli. Mais c'est un bon embouteillage, comme m'a soufflé Philippe hier, l'excellent titre du papier du jour, c'est le choix, pas l'embarras. C'est la légende. Ça pour rien qu'on t'appelle la légende. Non, mais c'est vrai, quoi. Et puis, moi, je reviens un peu sur ce que tu as dit. Et bien sûr que le milieu de terrain a sa part de réussite, d'efficacité dans cette défense, dans ces stades défensifs, dans le repli, dans le travail. On le voit avec Efren Thuram, qui a très bien remplacé Youssouf sur l'aspect défensif. Il est là pour suppléer Boulka sur sa ligne dans les dernières minutes contre Toulouse. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit. Après, oui, voilà, pour moi, le choix, c'est même ce que préfère avoir Francesco. Il a des profils différents en plus. Donc selon l'adversaire, selon si tu es à domicile, à l'extérieur, il a des différents profils et même pour en cours de match aussi, ça peut être très intéressant. Je pense notamment à Claude Maurice qui pour l'instant n'est peut-être pas dans le 11, mais par contre c'est une vraie solution aujourd'hui en cours de match par son profil différent de Boudaoui, Sanson ou Youssouf ou Rosario. Xavier, est-ce que pour toi, dans ces 3 milieux, parce qu'aujourd'hui l'OGC joue avec 3 milieux de terrain, est-ce qu'il y a 1, 2, 3 incontournables? Non. Non, je rejoins William. Ils ont des profils différents et en même temps, on ne voit pas des grosses différences quand l'un ou l'autre n'est pas là ou quand Farioli fait des changements.
Non, moi j'attends un peu plus de créativité. Donc, entre Boudaoui et Sanson, j'aurais tendance quand même à préférer Sanson pour la créativité. Et alors que Boudaoui il a pour l'avantage son activité qui est inégalable, peut-être même en Ligue 1. Je crois qu'il n'y a pas un joueur qui court autant que lui. C'est ça. Mais voilà, et puis j'ai bien aimé Sanson dimanche. Ouais. Il fait un bon match, ça va être dur. On a enfin vu un Sanson plus influent, parce qu'il était plutôt bon. Il a eu une petite période de creux, mais il n'avait pas vraiment d'impact sur le jeu. Je me souviens notamment à Monaco, où il a pas mal de situations en première mi-temps, et il rate tout. Et là, enfin, il a mis du lion, de la créativité, et il est décisif. Il est influent à la fin. Et donc là, c'est vrai qu'on arrive dans une période où Sanson, c'est une vraie concurrence. C'est la chance au Sanson. Ouais, pardon. La chance au Sanson. Tintin, hein, on est bien Tintin. Là, il a souri. Léandra, on parlait d'incontournable. Léandra. Youssouf, il apparaît comme incontournable aujourd'hui dans ce milieu de terrain. Il reste 2 places, quoi, en gros. Bien sûr, oui, il l'a très bien écrit ce matin. C'est le premier nom, je pense, que Farioli va coucher sur la feuille de match. Parce que il représente tout ce que Farioli adore et son intelligence tactique permet beaucoup de choses à l'OGC Nice aujourd'hui et il lui doit beaucoup pour sa solidité. Donc derrière, il reste qui ? Il reste une place pour Thuram. Bon, difficile à enlever aussi, Khéphren Thuram. Aujourd'hui, dans le milieu de terrain niçois, convoqué par Didier Deschamps dernièrement. Donc il reste en gros une place pour Sanson, Boudaoui, Alexis Claude Maurice. Je compte pas Rosario parce qu'il ne sait pas à ce poste-là peut-être, mais un poste pour 3 places. Aujourd'hui, la vraie course, c'est Sanson Boudaoui. Voilà. Claude Maurice part de plus loin. Un peu plus loin. Mais attention, parce que s'il fait mais attention, justement, s'il à force de faire des bonnes entrées en jeu, et si réellement il commence à avoir une réelle influence dans l'animation offensive, Farioli ne va plus s'en passer. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, la course, elle se fait entre Sanson et Boudaoui. Boudaoui avait une petite longueur d'avance ces dernières semaines. Là, c'est en train d'être compensé par l'activité de Sanson. Mais encore une fois, c'est que du positif pour Francesco Farioli. Parce que quoi qu'il en soit, c'est le choix entre 2 bons joueurs. Voilà. Et si un n'est pas très bon ce soir-là, il sortira. Moi, je voudrais juste dire qu'ils ont leur part sur le travail défensif et les clean sheets. Et ils ont leur part sur les soucis offensifs. Oui, tu as raison. Thuram, il doit faire mieux. Il n'y a pas que les attaquants qui sont en cause sur le fait que Nice marque peu et que Nice ne soit pas très emballant devant. Il y a aussi les milieux de terrain. Justement, tiens, on va vérifier tout ça avec toi. Will, c'est l'heure de la compo probable. Hop là, éjecté par Philippe Camps. Il y a clairement faute. Il y a clairement faute. Il y a eu poussette. Le micro, hop, c'est bon, ça va gagner encore une fois. Ça ne perd pas le prochain match tant que le micro ne tombe pas. La compo de Nantes-Nice. Alors, la surprise dans les buts, c'est Robin Huck. Il avait pris 5. Robin Huck, tu te souviens de ce match Nantes-Nice 5-0. Donc, mauvais souvenir, je me suis trompé. Mauvais souvenir. Donc, alors là, t'as mis un œil. Tu as mis un œil. Non, Marcin Bulka. C'est pas 7. Peut-être même 7. 7 à la maison. 7, mais c'était pas lui le goal. C'était pas lui le goal, mais 5 sûrs, je crois. Enfin, j'ai lancé l'anecdote. Non, Marcin Bulka qui donc ne prendra plus un but en 2023. As-tu pari ça titulaire. Ouais, vraiment. Un pari. Il va même battre Gaëtan Huard, le record de Gaëtan Huard. Attends, si tu veux parier. Oui, parce qu'en restant invincible sur 4 matchs, il va monter quasiment à 12 là. Et il en restera plus qu'un pour égaler Gaëtan. Il a Sirigu devant lui. Avec le PSG. Ouais, pour l'instant. C'est plus le même. Il y a Jean-Luc Ettori à l'époque aussi qui avait fait une belle série également. Pour revenir donc sur la compo, derrière Lotomba à droite, puisque maintenant il n'a plus de concurrence. Todibo qui va revenir former la charnière avec Dante, puisqu'il est complètement remis de sa petite gêne aux ischio. Et Melvin Bard qui est un indéboulonnable latéral gauche. Dont on dit qu'il y a un intérêt du Napoli pour Melvin Bard. Ouais, il en aura d'autres, des clubs intéressés cet été. Il revient de loin, lui. Il revient de très loin, mais comme quoi, avec du travail, du sérieux. Il est parti de loin. Et il a encore une marge, cette qualité de centre qu'il n'a pas encore absolument. Mais ce ballon récupéré là sur le but contre Toulouse. Il est décisif, il a sur le but contre Toulouse, donc du grand Melvin actuellement. Donc Youssouf, ça sera vraiment le retour dans cette position favorite qui va pouvoir permettre, donc, je pense, à Boudaoui et à Khéphren Thuram d'être en position de piston relayeur. Et je pense qu'on peut avoir un beau Khéphren Thuram à la Beaujoire. Ouais, parce qu'avec le retour de Youssouf et cette concentration sur les tâches défensives des dernières semaines,
Kefren va être libéré par le retour Moi, de quand je Youssouf. vois Boudaoui et Nantes, ça me rappelle un mauvais souvenir, évidemment, de cette fameuse finale Coupe de France. Ah avec ouais, cette mais main. un penalty, ouais. Ah, Tout à fait. j'aurais Mais il n'y a dû- pas de En fait, frappard. au Il n'y a final, pas de frappard à l'arbitrage, donc ça va. Voilà, c'est ça. Mm. Ouais, parce Ça qu'hier, va. elle n'a pas sifflé. Si, au contraire. Non, elle a annulé, non Elle a sifflé. Ah et oui, elle a après, sifflé, heureusement mais qu'il y a elle la a- VAR qui lui a expliqué, mais Ouais. ça a touché la hanche avant la main, parce qu'elle n'avait Ouais. toujours pas Mais elle est à 2 Boudaoui, mètres, c'était mais direct. elle voit non, toujours la rien. main. La main était directe en finale Coupe de France. De Boudaoui, oui, Ouais. mais bon, Ouais. c'était un Mais peu c'était sévère. bon, ouais. On Ouais, va c'était pas un peu refaire le sévère. match. Non, on va surtout pas ce genre de match. C'est long, là, un peu. Ouais, c'est un peu long. Hein. Allez. Excuse-nous, on papote un peu, hein, ça te dérange pas. Donc, devant. Elle est là, la surprise. Alors, il y a un peu de petites indiscrétions recueillies. D'après ce qui s'est passé contre Toulouse, Terem Moffi à droite, ça a été pas mal apprécié en interne. Donc, ça peut être une solution reconduite. Boga, qui n'a pas été très bon, mais Il qui n'y a personne pourrait... à gauche, de toute façon. Non, mais Diop, il n'est plus là pendant un petit moment. Et Guessant, qui pourrait récupérer l'axe. Plutôt que la Borde. Oui, parce que Guessant, il a été donc titularisé 2 fois cette saison, 2 fois à l'extérieur par Francesco Farioli. Et là, c'était encore un match à l'extérieur, hein, dans un stade qu'il connaît très bien pour avoir joué et avoir été prêté à Nantes l'année dernière. Et on a encore vu dans son entrée en jeu contre Toulouse cette capacité à garder le ballon, à obtenir des fautes, à être un meilleur remiseur que Terem Moffi dans l'axe. Je pense que Evan Guessant pourrait avoir encore sa chance à la Beaujoire. Alors, au détriment donc de Gaëtan Laborde, qui avait fait une très bonne entrée en jeu à Montpellier. Donc peut-être qu'en sortant du banc, Laborde pourrait apporter un plus aussi. Bon, la semaine dernière, tu as vu tout juste, mon cher Willow, sur la compo probable. On essaiera de faire de même. On essaiera, effectivement, on vérifiera ça. C'est samedi soir 21h le match, donc on aura la compo samedi aux alentours de 20h. Juste avant le JT. Xavier, on va parler un peu de ton bouquin, je l'ai là, hein, ces perdants magnifiques. L'art de s'incliner avec panache en 10 portraits. Alors, il n'y a pas l'équipe préférée de Philippe, hein, cette équipe de 78 par exemple, qui avait perdu en finale de Coupe de France. Mais c'est des portraits. On voit René Vietto, Shirley Babachov, Luis Ocaña, Vitas Gerulaitis, Socrates, le fameux Brésilien qui n'a jamais gagné de Coupe du Monde, alors que c'était peut-être l'un des plus doués, Raymond Polidor, Jean Van de Velde, ça tout le monde s'en souvient. Enfin non, pas tout le monde, parce que c'est du golf, donc Jean Van de Velde, c'est pas pour tout le monde. Thomas Ernst, Zola Bud et le dernier en date, Thibaut Pinot, évidemment. C'est vrai que c'est un perdant. On deux sur tout ce que tu as cité. Toi, tu les connais pas. Toi, tu aimes que les gagnants. Évidemment, on est dans une année olympique, donc il y a aussi l'idée de tourner autour de cela. Mais comment t'es venu l'idée d'écrire ce bouquin ? Déjà, en tant que supporter de l'OGC Nice, il faut supporter la défaite, l'aimer par certains côtés. Effectivement, moi je suis né au foot avec Séville 82. Le OGC Nice était en D2 moi, quand j'étais petit. Il y a eu ce fameux barrage aussi dont Philippe se rappelle. Je ne sais pas si tu as déjà fait, Philippe, une rétro sur... Le barrage contre le Racing contre Paris. Le Racing, oui, je l'ai fait. En 84. Ils s'en souviennent plus parce qu'ils écoutent une pas. grande injustice. La justice, c'est aussi une part fondamentale des belles défaites. Puis l'idée est née en 2019. C'est Thibaut Pinot qui perd le tour. On ne sait pas trop comment à 2 jours de l'arrivée. C'est la mort de Raymond Poulidor. Et voilà, l'idée m'est venue comme ça. Je l'ai creusé. J'ai fait des recherches sur ce champion. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur René Vietto, le régional de l'étape, parce qu'il était canois. Et voilà, sur plein d'autres, le Brésil 82, pour revenir au foot aussi, qui est une madeleine d'enfance. J'ai parlé de Séville, mais cette équipe était magnifique à avoir joué. Chaque match était un événement. Je me souviens qu'on allait chez le voisin, Monsieur Cesaroni, qui avait la seule télécouleur de l'immeuble, pour voir le Brésil contre l'URSS, ensuite contre l'Argentine, l'Italie. C'était des matchs phénoménaux. Et donc voilà, il en est ressorti ce livre. C'est un super livre. J'ai fait une DER il y a quelques temps dans le journal. Alors, est-ce que c'est une DER parce que la dernière page du journal sur le livre. Et c'est un régal. C'est vraiment un livre qu'il faut acheter, qu'il faut offrir à Noël. C'est un régal. Moi, j'ai un faible pour le chapitre sur Luis Ocaña. Parce que c'est bon. D'abord, il écrit super bien. Et puis, c'est des aventures humaines incroyables à chaque fois, quoi. Et celui sur Ocaña dépasse un peu on est un peu dans l'irrationnel et dans le... Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, c'est un livre magnifique. Il n'y a pas d'OGC Nice dedans, mais c'est un livre magnifique.
J'ai pensé important à l'équipe de 2002 dont je parlais tout à l'heure. Cette équipe composée à la va-vite après moult appels et qui nous ont maintenus en Ligue 1 et qui est composée de briques et de broc avec, je le disais, des chômeurs, des chiens galeux et qui est quasiment champion d'automne. C'était formidable à vivre cette saison-là. Qui perd à Bordeaux et qui n'est pas champion d'automne pour ça, le dernier match. Et puis des ambiances au Stade du Ré que j'ai rarement connues avant et depuis. C'est un fan du Ré, hein. Il habite pas loin et grand fan du Stade du Ré. Je vois encore l'ancien Stade du Ré de mon balcon. J'habite au-dessus. Et ton top 3 ou ton top 5 même des joueurs niçois top 3 serait trop difficile. Mon idole d'enfance c'était Daniel Bravo. Alors ma mère l'a pas gardé, mais j'avais le maillot Olympia chaussette avec le numéro 7 de Daniel Bravo. Je dois citer Atem Ben Arfa parce que pendant un an ça a été un régal pour les yeux. Là je suis redevenu, j'étais plus supporter, j'étais spectateur. Et c'est sans doute la seule année de mon calvaire de supporter de l'OGC Nice où je suis devenu supporter. Nenad Bjeković, parce que c'est le premier buteur que j'ai vu au Ré. Puis l'entraîneur aussi m'a beaucoup marqué, parce qu'il y avait, tu t'en souviens Philippe, il y avait du spectacle. Il se passait toujours quelque chose au Ré, à l'extérieur. On prenait beaucoup de buts, mais on a marqué énormément aussi. Le personnage est aussi extraordinaire. Puis je dirais Dante, parce que c'est un joueur... Qui, je crois, encore trop sous-estimé. On parle trop de son âge et on ne souligne pas assez l'immense joueur que c'est. Déjà, il a des qualités techniques, des qualités de vision, de placement qui sont ultra au-dessus de la moyenne. Et en plus, il fait bien jouer les autres. On l'a vu il y a 3 ans. Aussi, en plus. On voit que quand il a été absent, l'équipe s'est effondrée il y a 3 ans. Et cette année, j'allais dire que c'est ma seule crainte. On est tellement bien en place que je n'ai pas trop de crainte sur les blessures de tel ou tel. On a vu qu'avec Santodibo et Youssouf dans le même match, on arrivait quand même à tenir. Mais si Dante venait à nous manquer, je ne suis pas sûr que ça se passerait de la même façon. Voilà, c'est un immense joueur. Et ton match référence Nice-Strasbourg. Comme tous ceux qui l'ont vécu, c'était absolument dingue. J'étais sur la pelouse, j'étais en Populaire Sud. J'ai perdu ma chaussure avant le match. J'ai lancé les 2 sandwichs au pâté sur Sylvain Sanson, le pauvre, je regrette, je m'excuse. Tu as dû les manger. C'est bon ça. Ma grand-mère m'avait fait 2 sandwichs au pâté, je n'ai pas mangé parce que il regardait derrière lui, il ne comprenait pas ce qui se passait. Ça sentait le pâté dès le début du match pour Strasbourg. Et à la fin, si vous regardez les images du tour d'honneur, il y a un petit blond qui fait le tour d'honneur avec Robbie Langas en jogging Adidas, c'est moi. Ah ouais, c'est génial. Ça, c'est génial, c'est une superbe anecdote. Effectivement. On aurait pu citer Monaco-Nice aussi. J'étais en train de penser à celui-là. Le 4-3. Qui était assez dingue. Et puis, beaucoup de matchs de 2002, donc je me souviens aussi. Mais voilà, Nice-Strasbourg, ça restera pour la vie au-dessus du lot. Parce pour notre génération, effectivement. J'aurais plus jamais 14 ans, c'est tout simplement. Un match référence. Les perdants magnifiques, l'art de s'incliner avec panache en 10 portraits. On va vous le faire gagner. Et voilà donc le livre de Xavier Garcia a gagné cette semaine en pronostiquant le score entre l'OGC Nice et Nantes samedi soir donc du côté de la Beaujoire, 21h le score, le nom des buteurs avec le petit hashtag Gymtonic donc pour gagner l'exemplaire des perdants magnifiques de Xavier Garcia. Je vais te laisser mettre une petite dédicace aux supporters de l'OGC Nice qui gagnera ce bouquin comme quoi, tu vois, voilà, avec le petit mot qui va bien pour le supporter qui gagnera ce bouquin. Donc, les perdants magnifiques à gagner en pronostiquant le score de Nantes-Nice. C'est l'heure du Souviens-toi, c'est parti. Les Invincibles de 1958. Alors, c'est William qui a sorti ça du chapeau. Je ne sais pas où il a trouvé. C'est la stat OGC Nice. Il met plutôt des bérets d'ailleurs, William. Stat OGC Nice. Donc le gym n'a perdu aucun de ses 16 derniers matchs de Ligue 1. Donc c'est sur l'année précédente aussi. Et cette année. La saison précédente aussi. Donc c'est la 2e plus longue de son histoire dans l'élite après l'équipe de 58-59. Elle avait fait 19 matchs sans défaite dans la même saison.
Alors, est-ce je ne sais pas si on les voit. Si, on va avoir Parce que je suis vieux, mais je n'étais pas au stade encore à l'époque. Donc ça, c'est l'équipe de 58-59. Les années glorieuses, parce que donc 59, c'est le dernier titre de l'OGC Nice après 51, 52, 56. 59, c'est le dernier sacre de champion de France D1. Ils sont champions devant Nîmes et le RC Paris. Juste pour l'anecdote, le dernier du championnat s'appellera l'OM, qui sera relégué pour la première fois en D2. Ah, c'est une belle année, ça. Voilà. Donc, ils avaient gagné 18 fois consécutives au Ré. 1-0 Non, parce que là, sur la saison, 80 buts marqués. Ah ouais, quand même. 38 encaissés. Oui. Un par match. Oui, ça va. Bah, quand on marque 80, ça va. Voilà. Ils font l'influence historique parce que donc, lors d'un Nice-Reims, 22 908 spectateurs. Merci au livre de Michel Oreja. Qui contenait moins à l'époque, le Stade du Ré. Un petit peu moins. Il contenait moins. Ouais. Et donc, cette équipe, pour vous en parler un petit peu, j'ai pris l'effectif. Donc déjà, elle était entraînée par Jean Luciano. Tu vas nous faire les 11 joueurs. Oui. Ouais. Non, plus, je fais l'effectif. Elle était entraînée par Jean Luciano, qui a été le fameux boulevard Jean Luciano aujourd'hui. Qui a été un immense joueur, qui a été le premier Français, contrairement à ce que tout le monde dit d'habitude, à jouer au Real Madrid, et qui était un immense joueur et qui a été un grand entraîneur et qui était un grand homme. On le voit à l'écran. Jean Luciano à droite, qui était un monsieur. Donc dans la cage, c'est Georges Lamia qui jouait. On le voit là, Georges, il a été international. Juste un petit mot parce que voilà, c'était un homme volant, c'était un pied noir de Bonne. Donc je résiste pas à vous, évidemment, pour vous dire comme petit clin d'œil à Bonne, ce qu'on disait quand on est pied noir, puisque c'est mon cas, le cimetière de Bonne, l'envie de mourir il te donne. C'est beau ça. Donc voilà. Derrière, il y avait une défense avec... il y avait Dédé Chorda qui a joué presque 400 matchs avec Nice. Parce qu'il a commencé en 57, il a fini en 74. Mais bon, avec un petit intermède, petit intermède à Bordeaux. Alain Cornu, un Corse qui jouait derrière, qui était très très dur sur l'homme, avec qui j'ai joué au tennis au TC Gorbella. Coq-sur-Ferry. Qui avait gagné? Ils ont joué dans le même club. Coq-sur-Ferry, qui est un mythe à l'OGC Nice. Pancho González, la légende. Et Fonfon Martinez, qui plus tard se mettra Rento dans la poche. Fonfon Martinez. Tu l'as là à l'équipe. Voilà, Fonfon Martinez, il est là. Voilà, idole du quartier Riceau et Saint-Roch. Alors au milieu, on a Milazzo, on a Scanella, on aura un duo Alba-Muro. Alors Alberto Muro, il est en bas avec les moustaches. Et Bafi. Là, Alberto Muro. Alberto Muro. Voilà. Alors lui, il avait particularité de se mettre debout sur le ballon et de faire comme une visière pour regarder devant comment... Pendant le match. Pendant le match. Ah, fantastique. Mais c'était un génie, Alberto Muro. 16 buts, milieu de terrain. 16 buts cette année-là. Et Alba, sa spécialité, c'est le retourné. C'est pas un truc. 10 buts. Oh mon Dieu. Non, mais là... non, je fais l'impasse. Alors, devant, on peut parler de Foy, qui avait marqué 18 buts. Prends le micro de Will et viens nous voir. Là, je ne peux pas tous les donner. Mais, ne fais pas tourner, tu vas pas savoir le faire. Ça. Là, alors moi, je les reconnais pas tous, mais je reconnais Fonfon Martinez, Lamia, Chorda, Pancho González, Coq-sur-Ferry, Alain Cornu, Jean Luciano, Vic Nuremberg, qui est l'homme qui fera tomber le Real Madrid l'année suivante. Triplé, c'est ça Triplé. Papa Barou,
qui était un Africain boxeur qui était adoré de tous les Niçois, qui mettait des buts, un mec fantastique. L'ancêtre de mes filles, regarde. Ouais, l'ancêtre de mes filles. Alberto Muro. Alors là, il y a Foy, mais... tu t'hésites entre les deux. J'hésite un petit peu, mais c'est 58. Ah oui, non, mais c'est déjà beau. 58, donc j'étais... pas de sponsor sur le maillot, pas de si, regardez comme ils sont beaux. Voilà. Je rêve de revoir un jour un maillot comme ça. L'élégance à la niçoise. Donc une équipe, la dernière équipe championne de France. Donc on les salue. Et puis, ils ont leur héritier cette année. Et donc 18 matchs sans défaite pour cette équipe-là sur une seule saison. C'est le record à l'OGC. 19, dont 18 victoires. Ouais, c'est assez exceptionnel. Voilà, je rends le micro et je rends hommage surtout à cette équipe. Ouais, une bien belle équipe, effectivement. Là, c'est pas des perdants magnifiques, c'est des gagnants magnifiques que tu nous as comptés là. Mon cher Philippe, merci c'était super. J'adore. De nous raconter ça. Xavier, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous sur le plateau de Gym Tonic. Bonne continuation sur cette saison. On espère plein d'émotions, évidemment, pour tous les supporters du gym dont tu fais partie. Et tu es bienvenu, évidemment, sur ce plateau quand tu veux pour nous parler encore, évidemment, de ton amour pour ce club. Léandra, William, Philippe, merci à vous. Merci, Mika. Ce fut un plaisir. Merci à Philippe Bertini, Sophie Doncé, Chloé Wargard à la préparation et à la réalisation de cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour l'avant-match entre Nice et Reims. D'ici là, donc samedi soir, c'est Nantes-Nice. Bonne fin de semaine à tous et à la semaine prochaine. Bye bye.